absolument incroyable. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, je vais pour un foreur, ça va être peut-être une insulte au forage, ce que je vais faire là, mais le principe est le suivant. L'appareil de forage descend, il doit évacuer les débris de forage. Pour ça, on injecte une boue, et cette boue fait remonter latéralement l'ensemble des débris qui sont traités en surface au niveau de la plateforme. Alors, une chose très importante qu'il faut avoir en tête pour comprendre, c'est que plus on descend, plus on a une pression hydrostatique importante. Cette pression hydrostatique, il faut la compenser, sinon tous les fluides, tant qu'il y a de l'eau, ce serait de l'eau, mais ensuite s'il y a du gaz ou du pétrole, ce serait le gaz ou le pétrole qui pousserait tout le système vers le haut. Donc la densité de la boue qu'on injecte dans la tête de forage augmente avec la profondeur. Donc ici, vous avez cette ligne-là qui est la courbe de la pression hydrostatique. La courbe bleue, c'est la courbe de fracturation. Une courbe de fracturation hydraulique, si on dépasse la pression de cette courbe, on génère de la fracture hydraulique. Vous verrez tout à l'heure ce que ça peut faire. Donc, l'objectif des foreurs, et puis particulièrement ceux qui fabriquent les boues, c'est d'être en permanence à l'intérieur de ces deux lignes. Donc, le monitoring, le suivi de ces pressions, c'est quelque chose d'absolument crucial dans le forage. Si jamais on dépasse la pression de fracturation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crée de la fracturation hydraulique. Voilà. Donc, tout d'un coup, on a dépassé le seuil de fractabilité, le fluide rentre, la boue de forage rentre, et donc la pression dans le système des boues diminue. Ça diminue jusqu'à ce que c'est inférieur à la pression hydrostatique. Quand la pression hydrostatique est plus importante, de toute façon, la taille du bac à boue sur la plateforme est limitée, à partir de ce moment-là, le fluide remonte. Donc voilà, c'est ce que j'avais mis dans ce transparent, donc je peux l'enlever, et donc il remonte, et on a, en suivant la pression, une chute de pression, une augmentation de pression, une remontée de gaz. Il y a des capteurs de partout dans ce système, et juste au-dessus de la tête de pluie, on a cet appareil-là, le blowout preventer, qui prévient les blowouts, donc les sorties non maîtrisées de fluide. Ce système-là en réalité, c'est grand comme un immeuble de 7 étages, et c'est un système de vannes. C'est un système de vannes dans tous les sens, et une des vannes est une vanne de section qui si elle est actionnée, elle plie le tuyau, et ça devient étanche. Normalement, ça marche toujours. Là, il y a eu un problème sur ce tuyau. Alors, ici, c'est une figure qui permet de visualiser les brèches dans les lignes de défense de l'installation, des différentes installations de la plateforme. Et donc, il y a des interventions humaines, il y a des défauts de matériel, il y a des erreurs de capteurs qui ont eu lieu et qui ont fait qu'il s'est passé entre ces différents systèmes de défense, des événements ont pu continuer leur chemin et arriver jusqu'à l'explosion et le naufrage de la plateforme. Donc, dans un système industriel, typiquement, clairement, ce qu'il faut faire dans ces différentes installations, c'est arriver à empêcher à tout prix que deux brèches
soit ouverte en parallèle. Là, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'il y en a eu 8 qui étaient ouvertes sur une toute petite ligne et qui ont mené à la catastrophe. Le point de vue d'un géochimiste, et là en particulier ce que je vais vous dire est assez spéculatif, on a ici les chiffres officiels de la NOAA, c'est une agence américaine océanographique, qui nous dit que le volume total qui a été émis est de 780 000 mètres cubes. Ensuite, on a toute une série de chiffres qui, quand on fait la somme, on arrive à 7800. Et quand je vois ça, je me dis que j'ai une affection particulière pour les chiffres, parce que on s'aperçoit que ce qui a été récupéré à côté du puits, c'est 132 600. Et donc, quand on fait la somme avec 23 400, 62 400 et puis 124 800, et l'ensemble de ces chiffres, on arrive à une valeur parfaitement ronde. Et ça me fait toujours plaisir de voir qu'on peut faire des mathématiques rondes avec des choses compliquées. Donc, en tous les cas, c'est des chiffres officiels. Et ce que je vous propose, c'est un regard différent. La composition du fluide, on ne la connaît pas. C'est normal. Les pétroliers sont jaloux des informations compositionnelles de leurs produits parce que ce sont des informations stratégiques. Certainement que les autorités américaines connaissent ces chiffres-là. Moi, personnellement, je ne les connais pas. Mais vu la profondeur du réservoir et le système pétrolier, ce que je propose, c'est la composition suivante. Je pense que ce fluide pourrait contenir 50% de méthane, une quinzaine de pourcents de gaz associés, donc C2, C4, une quinzaine de pourcents de fractions légères, C6, C14, ce sont le nombre des atomes de carbone, et une vingtaine de pourcents de fractions un peu plus lourdes, contenant des hydrocarbures avec plus de 14 atomes de carbone. Si on regarde ça, donc on repart du chiffre officiel, 780 000 m3, les 50% de méthane s'évaporent de façon absolument instantanée quand ils sont mis dans l'environnement. Les 15% de ces 4 en quelques heures, quelques jours, allez, ils sont partis. Donc on a déjà 65% qui a disparu très rapidement. Ensuite, les C4, C6, C14 s'évaporent ou se biodégradent en quelques semaines. Ça disparaît très rapidement. Ils nous ont indiqué dans leurs chiffres qu'ils ont récupéré en mer au large 23 000 m3 et qu'une quarantaine de milliers de mètres cubes ont été brûlés. Ce qui nous laisse, j'ai enlevé 50% de l'huile résiduelle qui a été biodégradée, ce qui nous laisse un volume d'huile assez limité. Donc, vous voyez, ici, on a à peu près 60 000 m3 d'huile qui ont été récupérés par les hommes. La NOAA nous a indiqué qu'en plus de ça, il y a eu une récupération à la proximité du puits de 130 000 m3. 130 000 m3, si on les ajoute aux 60 000, on est à peu près dans un facteur 3, ce qui pourrait nous amener à un volume d'émission totale, non pas de 800 000 m3, mais 2,4 millions. Avec l'ensemble de ces pertes par biodégradation et évaporation,
ça nous amènerait à un résiduel de l'ordre de 150 000 m3. La NOAA a estimé 200 000. Donc vous voyez, si on part d'une composition hypothétique, hein, je répète, elle n'engage que moi à titre personnel, on arrive à ce résiduel émis proposé par la NOAA, ce qui voudrait dire que le volume émis est sous-estimé d'un facteur 3. Donc voilà la proposition que je fais, que je peux faire au regard des chiffres dont je peux disposer. Alors, un petit regard des marées noires dans l'histoire. Une marée noire extrêmement importante qui a pratiquement duré 1 an, qui a eu lieu dans le golfe du Mexique, au Mexique, et dans laquelle il y a eu probablement 1 500 000 tonnes de poudre qui ont été répandues. Ensuite, il y a eu une marée noire qui n'a pas... c'est pas une marée noire, mais un accident d'une plateforme de production, Piper Alpha, qui a tué 167 personnes. Donc là, on est dans une catastrophe humaine très très forte. En 2001, Petrobras a eu une catastrophe avec la plateforme P36, 11 morts, mais pratiquement pas d'impact environnemental. Quelques centaines de milliers de mètres cubes de gaz et un petit peu de pétrole qui servait à leur approvisionnement électrique. Un accident de plateforme qui a eu lieu quelques mois avant l'accident de Macondo en Australie et dont personne n'avait entendu parler. Les médias étaient très silencieux là-dessus. C'est l'accident de la plateforme West Atlas. Là, la pollution est estimée entre 5 et 30 000 tonnes de pétrole dans un environnement extrêmement sensible parce qu'il y a un courant qui l'amène vers la Papouasie. Et malgré cette sensibilité, du moins nous, on en a relativement peu entendu parler dans les pays occidentaux. Ensuite, les grandes marées noires de bateaux, la Muco Cadiz qui reste certainement une référence avec 230 000 tonnes de pétrole qui ont généré 4 à 500 km de littoral pollué. L'Exxon Valdez, une dizaine d'années après, en Alaska, avec des volumes moins importants, mais un impact environnemental plus... Je ne vais pas les comparer, mais dans les zones froides, c'est plus compliqué à avoir cette atténuation naturelle. En 99, encore chez nous, l'accident de l'Erika. Là, les volumes déversés étaient faibles, 7 à 10 000 tonnes. Par contre, un flux lourd qui a généré des impacts très très importants dans un contexte de tempête sur le littoral. Il y a eu 450 km de littoral pollué. Et pratiquement 2 ans après, 3 ans après, le naufrage du Prestige. Alors le Prestige, il a plusieurs records. Il y a eu 3 à 4 000 km de littoral pollué. Donc le même type de produit que l'Erika. Par contre, d'une façon incroyable, il y a 50 à 60% de ce produit qui ont été récupérés en mer. Si vous avez des questions, on pourra en rediscuter. Il y a des raisons très particulières qui font que ça a été possible. Alors, je reviens à l'accident du puits de Macondo. Quel a été l'impact environnemental? Donc, ont été mis en place les moyens et en œuvre les moyens les plus sophistiqués pour répondre à l'impact environnemental. Je vais faire défiler un certain nombre d'images. De temps en temps, je m'arrêterai un peu plus longtemps, mais c'est juste pour vous donner une idée. Là, des observations aériennes et satellitaires, des prévisions de dérive
à l'avance pour pouvoir envoyer les équipements et les bateaux aux endroits où se retrouvait, où se situerait le pétrole. Et là, par exemple, on a un système d'observation de dérive géré par la NOAA avec Google Earth. Donc, je vais faire la fuite est ici, donc la côte la plus proche en Louisiane est là. Si on zoome, vous voyez les fonds marins qui sont un peu chahutés dans le coin. Voilà, la pollution commence ici. Les images commencent le 27 mai 2010 et la première chose à voir, c'est que contrairement aux pollutions de bateaux, de naufrage de bateaux proches des côtes où les courants et les marées amènent tout le pétrole sur la côte, là on est dans un système où il y a un grand tourbillon, il y a un courant circulaire. Et vous voyez cette partie-ci de la pollution qui part en suivant ce circuit. Donc le lendemain, la configuration a changé un petit peu, le surlendemain, le 30, le 31, et donc vous voyez, on a pratiquement une image par jour. Là, on a des interventions avec des mises en place d'un top hat qui ont réduit un petit peu les émissions, mais ça n'a pas marché, c'est revenu. Donc les quantités qu'on peut observer et leur emplacement dépendent d'une part des émissions et d'autre part également des courants et des vents. Donc ce qui est intéressant et que vous aurez peut-être noté dans les images précédentes, ou bien faites-y attention dans les images à venir, c'est qu'une grande partie du pétrole que vous voyez est en mer. Les côtes sont clairement impactées, mais par un volume qui est, par rapport au reste, quand même relativement moins important. Donc voilà, on continue. Là, on doit commencer à s'approcher des moments où les dispersants ont été utilisés massivement parce que la nappe est beaucoup plus fragmentée. Et là, ça ne marche plus. Mais c'est refragmenté. Voilà. On est début juillet. Les dispersants sont massivement utilisés, les systèmes sous-marins et de surface battent leur plein, on a moins de pétrole en surface, et toujours principalement du pétrole autour du puits et sur les côtes, il y en a clairement, mais c'est pas la plus grande partie qui s'y retrouve, et on verra des images des côtes plus tard.